à Paris. La France reste la première destination d'études de nos Calédoniens. Et ils sont environ 4000 étudiants à venir ici, en métropole, poursuivre leurs études. Alors comment s'est passée leur intégration? Envisagent-ils de revenir un jour au pays? Voilà autant de questions que nous aborderons avec certains d'entre eux. Il y a un mois de la consultation d'autodétermination, comment ces Calédoniens vivant en France ou à l'étranger se préparent-ils à cette échéance? Que pensent-ils de ce vote? Réponse avec ce reportage d'Angélique Lebouter, Denis Rousseau-Kaplan et Jean-Yves Potra qui sont allés à la rencontre de celles et ceux qui poursuivent leurs études, leur carrière en France et en Europe. Voyage. Là, on est dans les rues de Eindhoven, dans les petites rues piétonnes. Bon, habituellement, je prends mon vélo car c'est beaucoup plus pratique à Eindhoven pour se déplacer. C'est une petite ville, à peu près 250 000 habitants, mais au niveau du design, c'est explosif. Je m'appelle Loane, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à Eindhoven, aux Pays-Bas. Je suis originaire de Nouméa, là où ma famille vit encore, donc ma sœur, mes parents et mes grands-parents. J'ai toujours aimé l'art dès mon plus jeune âge. C'est quelque chose qui me passionne tout simplement, donc je me lève le matin en ayant vraiment envie de travailler. Donc voilà. Je mets de l'encre et ensuite je vais tirer à l'aide d'une raclette en appuyant de façon répétée et à peu près égale sur toute la surface. Et ensuite je tire le cadre et j'ai imprimé. Dans cette école, ce qui me plaît, c'est la diversité des médias auxquels on a accès et avec lesquels on peut travailler. Et ici, on mélange tout. Il n'y a pas une seule discipline, c'est plutôt des thèmes. Donc c'est ça qui m'a plu. Là, c'est la collection que j'ai présentée à la fin de mon studio module il y a 2 mois. Et cette collection avait été inspirée par le référendum de Nouvelle-Calédonie. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer, qu'il y ait des violences ou qu'on se divise, chose qui ne devrait pas arriver. Ça fait très longtemps qu'on vit ensemble et je vois pas pourquoi demain ça serait un problème. Donc j'ai essayé de créer des motifs qui étaient inspirés, par exemple celui-là des tapas qu'on a dans le Pacifique, que j'ai remixé en écrivant du texte. Par exemple ici vous pouvez voir Nouvelle-Calédonie ensemble, non à la violence. Donc c'est des textes qui se voient pas au premier abord mais qui sont dans le vêtement. Je pense qu'à travers l'art ou le design, je peux toucher en fait ma génération. Et c'est créer des images qui vont beaucoup plus parler, en fait, et qui vont rendre la chose un peu plus légère, parce que la politique en Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu des histoires d'adultes. Alors je me suis dit, essayons de le rendre plus accessible, en fait. Je m'appelle Jonathan Tolo, j'ai 28 ans et je suis originaire de Saramea, en Calédonie. Je suis administrateur des affaires maritimes, donc c'est un corps de cadre supérieur du ministère de l'écologie. Je suis nommé dans le service des affaires maritimes du département du Pas-de-Calais. L'administration des affaires maritimes est chargée donc, de tout ce qui est en relation avec la mer, la pêche, la protection des espaces maritimes, le domaine public maritime et voilà, tout ce qui s'ensuit. Ça a été un choix très réfléchi. Le programme Cadre Avenir m'a donné ma chance sur ce choix-là. C'est ce projet-là que j'avais pour moi, pour ma famille et ensuite pour la Calédonie dans son entier. Donc on quitte la famille, on part à des milliers de kilomètres de chez soi. Donc il faut que ce soit un choix réfléchi. L'objectif général, c'est de retourner travailler pour la Calédonie, que ce soit dans le rôle de l'État ou dans le rôle des collectivités locales, provinces et gouvernements de la Calédonie. Le poste de Boulogne est un très bon poste pour commencer dans ce cadre-là, notamment avec cette grande pêche et la pêche hauturière qui s'y fait. C'est le premier port de pêche français et un grand port de pêche européen. Donc ce sera très formateur pour la Calédonie. Après, il y aura forcément des différences. Il faudra s'adapter, adapter ces compétences que je vais acquérir parce que ce n'est pas les mêmes espèces, les mêmes contextes, les mêmes armateurs qui pêchent dans le Pacifique. Je suis confiant sur l'approche avec sérénité de ce référendum. Je vais voter. Certes, je suis inscrit sur les listes, on m'a donné ce droit-là. J'ai ce droit-là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc, ça a été beaucoup réfléchi. Ça n'a jamais été certain. Donc, j'ai jamais été sûr de ce que j'allais voter, notamment après mon arrivée en métropole. Et pour l'instant, je ne suis pas dans un choix sûr, quoi. Notre génération à nous et celle qui arrive après, je pense qu'il y a quand même une certaine appréhension dans la chose, une certaine peur un peu de... Voilà, on va me donner ce choix-là, mais du coup on me le donne et donc je dois prendre la responsabilité de ce que je vais décider et ça va compter. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens un peu à l'approche du référendum.
Je m'appelle Jérôme Roumagne, j'ai 24 ans, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Je suis né à Nouméa et je suis en France parce que je suis assistant réalisateur. Alors l'assistant réalisateur, c'est celui sur les tournages qui organise tout le planning. Moi plus particulièrement, comme je suis 3e assistant, c'est tout ce qui concerne la gestion des comédiens, faire en sorte qu'ils soient prêts à l'heure, dans un temps imparti. Et après, ça peut être la mise en scène de tout ce qui est la figuration, tout ce qui se passe dans le fond de l'image. Voilà, je peux être en charge de la mise en scène de toute cette partie-là. La participation au Festival de Cannes l'année dernière avec mon court-métrage, ça a été un vrai tremplin parce que ça a permis à des professionnels de voir le film, de nous faire un retour, d'en parler autour d'eux. Donc c'est vrai que grâce à ça, on a pu avoir des propositions de diffusion. Ma pauvre dame, à votre âge, franchement... Justement, à mon âge, pauvre con! Par rapport à mon métier d'assistant réalisateur, c'est vrai que ça aurait été très compliqué en Nouvelle-Calédonie parce que je suis vraiment très centralisé sur la fiction. Donc j'ai été obligé de m'expatrier en France. Devoir quitter la Nouvelle-Calédonie, ça a été une envie pour pouvoir voir d'autres horizons, voir ce qui pouvait se faire ailleurs, et un déchirement forcément parce qu'on s'éloigne de tout ce qu'on a l'habitude de tout notre quotidien, de notre famille, donc ça reste un déchirement. Donc voilà, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais si je pouvais retourner travailler sur quelques projets en Nouvelle-Calédonie, je serais le plus heureux. J'ai donné procuration à mon papa, et pour ma part, je vais voter non à l'indépendance, tout simplement parce que je pense que c'est plutôt une chance d'avoir cette double culture française et calédonienne et que c'est pas incompatible du tout. Pourquoi se priver d'avoir le soutien d'un grand pays comme celui-ci tant que ça nous empêche pas d'être calédoniens et que ça respecte notre culture, moi ça me dérange pas. Nous sommes à la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui nous ouvre chaleureusement ses portes. Avec moi pour ce premier espace de parole, Fariz Anthofer. Bonjour. Vous êtes attaché de relations clientèle dans un hôtel de Bercy. Exactement. À vos côtés, Lenka Galigné. Bonjour. Vous êtes créatrice d'une start-up intitulée Slash. Et à vos côtés, Édouard Wamilia. Vous êtes comédien et formateur. Exactement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes tous dans la vie active. Vous avez fait le choix de travailler ici, en métropole. Pourquoi, Lenka Galigné? Pour les opportunités. Après, ça dépend du secteur d'activité. Mais justement, en tout cas, quel est votre secteur? L'innovation, la technologie. Donc, c'est beaucoup plus simple avec la 4G, par exemple. Et puis, pour des sociétés, quand on a envie de développer des technologies en dehors, vers l'international, par exemple, c'est beaucoup plus simple quand il y a des organismes comme la French Tech qui ont été mis en place ici à Paris et qui sont des leviers de développement. Plus d'opportunités, c'est le cas pour vous aussi, Fariz Anthofer? Oui, d'opportunités pour aussi des expériences, notamment sur Paris. Et d'un point de vue artistique, moi, mon but aussi, c'est de m'imposer dans mon style artistique, notamment dans la danse. Et Paris est un lieu exceptionnel, avec énormément d'opportunités pour mon projet en tout cas. Un projet en reconversion, puisque vous avez fait des études d'aménagement du territoire. Oui, je peux passer par plusieurs portes. Oui, j'ai fait la danse depuis longtemps et j'ai aussi un autre projet, notamment la méditation, où je suis auto-entrepreneur notamment et j'en donne dans des startups week-end, des événements, des hackathons pour des entreprises aussi. Pour le moment, c'est encore à l'état je commence tout juste, mais j'espère en tout cas que ça va marcher et j'y crois, et notamment dans la danse et dans l'imitation, je sais que ça va marcher en tout cas, donc c'est pour ça que je reste ici. Et le fait d'être attaché de clientèle dans un hôtel de Bercy, c'est le moyen de payer aussi votre prêt étudiant? Ah oui, on part pour plusieurs sujets là, oui. Effectivement, c'est ça. Je voulais faire mon expérience sur Paris, donc du coup j'ai trouvé un travail qui m'était où je pouvais trouver directement sur Paris. J'ai pas eu de travail dans mon domaine malheureusement, pas à défaut de certaines compétences. J'ai fait un an et demi en étant hôte d'accueil, et maintenant je suis dans la relation clientèle dans un hôtel. Je rembourse mon prêt étudiant.
Donc ça va pas être avec le domaine artistique pour le moment, mais j'espère prochainement en tout cas. Édouard Ouamigna, le parcours de Farid Zantofer fait écho aussi à ce que vous vivez. Vous allez lancer votre entreprise, mais vous avez aussi dans vos études fait un choix totalement opposé, si on peut dire, par rapport à... Non, c'était artistique aussi. L'administration. Oui, l'administration des affaires. J'ai un master en administration. Oui, je suis tombé dans l'entreprise, je suis tombé en même temps dans le théâtre et en fait tout s'est croisé, tout s'est emmêlé. J'ai pas vraiment réfléchi et la France aujourd'hui m'ouvre des portes que j'aurais pas ailleurs en fait et pour moi la question se pose pas de savoir s'il fallait rester en France ou pas. Ce qui se passe ici aujourd'hui pour moi est génial, donc il n'y a pas vraiment de question là-dessus. Et comment on vit son identité kanak, métisse, calédonienne, ici en métropole, avec vos proches, dans vos décisions aussi au quotidien, Lenka Galigné? On travaille à la calédonienne. C'est-à-dire on travaille avec le sourire, on travaille avec le soleil, et enfin pour ma part après, je sais pas. Et puis on travaille avec des valeurs humaines comme la loyauté par exemple. Oui. C'est vraiment des choses qui restent ancrées chez nous, enfin en nous, et des valeurs qu'on aime partager. En tout cas, pour ma part, je sais. Farid, on te fait. C'est aussi le côté communautarisme. Voilà, chez nous, on accueille qui on veut, nos amis. Je vais pas dire des inconnus, mais bon, quand on fait des soirées ensemble, voilà, on a toujours la porte ouverte, toujours là pour aider quelqu'un, toujours là pour faire attention. À autrui et ça reste malencontreusement, et quand on voit notamment dans le métro, notamment à Paris, c'est assez frustrant et assez fort que beaucoup de personnes s'évitent du regard, tandis que chez nous je dirais qu'on s'apprécie, même si on se connaît pas, on voit de loin, on dit c'est un tel, on connaît finalement tout le monde sans les connaître, et c'est ce qui fait un peu notre force, je dirais. Enfin, voilà. Merci. Et comment ça se traduit pour vous, Édouard Ouamigna, à Dijon, puisque vous n'êtes pas sur Paris? Ouais, moi je viens de la province. Moi, ça se traduit par... j'essaie de m'échapper souvent de choses qui me dérangeaient. Et en fait, je me rends compte que ça me sert énormément. Par exemple, le côté très canaque de les choses vont aller, en fait. Vas-y, avance, et puis tu verras. Et puis si ça se fait pas, ça devait pas se faire. Et puis, en fait, ça fonctionne bien. Après, il y a vraiment quand même cette idée d'entreprendre un peu plus, sur lequel il faut que je m'appuie moins en fait sur mon côté kanak de l'IFO. Je précise, je veux pas mettre tout le monde dans le... Mais ça, des fois, c'est un petit peu un frein, un petit peu un piège de se dire, en fait, on peut faire confiance à tout le monde, c'est cool. Et puis après, en fait, non. Bon, tant pis. Avançons. Donc ça, à chaque fois, ça se bat un petit peu des deux côtés. Mais je trouve ça permet en tout cas d'avancer de manière fluide et plutôt légère pour ma part. On est à un mois du référendum. Le vote se passera le 4 novembre. Est-ce que c'est une consultation que vous redoutez, Lenka Galigné? Est-ce que vous l'appréhendez? Non, je suis assez sereine. Je garde un œil, tous mes proches, ma famille, tous ceux, et puis je reste calédonienne, donc je regarde sur Internet et je veille pour savoir ce qui se passe, et je garde mais je reste loin. Et comme je suis, donc j'ai une société ici en France, à Paris, pour plusieurs raisons, donc je vote. J'ai voté pour les présidentielles à Paris, et donc je ne peux que regarder avec cette distance. Mais je reste très, concernée et attachée très concernée à ce qui se passe pour l'avenir du pays, qui va se décider là ce 4 novembre. Farid Zantofer, comment vous le vivez, le ressentez? Est-ce que vous l'appréhendez? Alors, par rapport à Lenka, je suis un petit peu moins... je dirais pas moins concerné, non, je suis toujours concerné comme chaque Calédonien. C'est juste que par rapport à mon statut actuellement, ma condition fait que j'ai du mal à aller m'intéresser à tout ça. J'ai posé mon vote. Comment je pourrais dire ça? Et les démarches qui vont avec pour Oui, bien sûr, les voter. démarches ont déjà été faites. Voilà, j'étais parti en Nouvelle-Calédonie juste au moment où ça s'est ouvert, donc j'ai fait en sorte de porter directement mon vote. Par procuration, donc je peux préciser. C'est ça, par procuration, exactement.
Moi, j'essaie de voir avec des amis, voilà, dès qu'on a un moment pour être ensemble, on regarde le journal télévisé de Calédonie et on voit comment ça évolue finalement. Par Facebook aussi, je vois qu'il y a des petites associations, des amis qui ont formé des pages Facebook où là, je peux me renseigner sur ce qui se passe exactement. Des rencontres avec des jeunes et des politiques. Il y avait une fois, c'était à l'endroit, voilà, dans des endroits un petit peu plus ouverts finalement à la conversation, et c'est intéressant de voir ça. Après, en termes de programme, de ce qui est fait, encore un point d'interrogation dessus, quoi. C'est de même pour vous, Édouard Ouamigna. Qu'est-ce que vous pensez de cette consultation ? Je pense qu'avant qu'il y ait la consultation, avant qu'on se pose les questions, ça fonctionnait bien. En fait, moi, ce qui me paraît étrange, c'est que on arrive très bien à vivre les uns avec les autres, et à partir du moment où il faut décider de choses qui sont un petit peu au-dessus, on finit par se trouver des grosses différences. Il y a un truc que je trouve vraiment génial, c'est quand on croise des Calédoniens en métropole, d'un seul coup on est Calédonien, on n'est plus Kanak ou Caldoche ou Javanais, on est Calédonien, ça devient un pays. Quand on retourne là-bas, en fait, on redescend du coup, on n'est plus Calédonien, on est d'une ethnie particulière. Et c'est dommage parce qu'en fait, on sait faire ça, on sait vivre ensemble, on sait avoir ce truc-là. Et ce référendum-là m'inquiète pas, en fait, parce qu'on saura le faire encore après, malgré les décisions politiques au-dessus, qui, je pense, n'impacteront pas tant que ça la vie des Calédoniens. Vous allez voter, là, ce 4 novembre. Vous avez fait des démarches par procuration ? Non, j'ai décidé de pas voter. Pourquoi ? Parce que je fais plus ma vie là-bas. Pour l'instant, je fais ma vie en France. Donc, politiquement, je m'investis en France. Ce qui se passe en Calédonie, en fait, j'estime que j'ai pas le droit de donner mon avis par rapport à ce que les gens vont vivre après derrière. C'est-à-dire que si moi je dis je veux l'indépendance ou je veux pas l'indépendance et puis que ça a des conséquences derrière, j'aurais participé à ça tout en étant en France tranquille avec ça. Donc j'estime que c'est les gens qui sont là-bas qui ont à définir en fait comment ils veulent faire ça, sachant que de toute façon ils m'enlèveront pas le fait que je suis calédonien ou que je sois kanak ou que je sois tout ça, quoi. Donc pour moi ça change rien. Lenka Galinier, vous ne pouvez pas voter, vous ne rentrez pas dans les critères. Est-ce que cela vous heurte ou, comme Édouard Ouamigna, on vous enlèvera pas cette identité ? Je suis complètement d'accord avec Édouard. Et je rajouterais même que que lorsqu'on tourne une page, eh bien, il y a des opportunités qui arrivent derrière. Donc, il y a pas mal de choses à réécrire après. Je suis plutôt positive et sereine sur ce sujet. Farez Antofer, vous disiez tout à l'heure que pour ce qui est des programmes politiques des uns et des autres, ça reste un peu le flou, un point d'interrogation. Complètement. Et du coup, alors comment faites-vous pour pouvoir avoir un choix arrêté ? Alors moi, vous discutez avec vos proches Comment je peux dire ça ? Oui, effectivement, donc moi je vote contre, en tout cas, l'indépendance, parce que je pars du principe qu'actuellement la Calédonie n'est pas assez autonome sur tous les plans pour pouvoir être autosuffisant. Enfin, pour moi, c'est ça, être indépendant en tout cas. Je pense, je sais pas pourquoi je pense au Vanuatu, où voilà, je pense que la Calédonie veut garder cet état entre guillemets riche et autonome, et je vois que le Vanuatu n'est pas vraiment, c'est pas ce qu'ils veulent, je pense. Et la Calédonie, c'est pas ce qu'ils veulent. De ce que j'entends sur les médias, de ce que j'entends des amis, de ce que j'entends de l'extérieur, de tout, sur tous les médias, surtout. On n'a aucune info sur ce qui va être présenté. On a des rencontres, mais oui, voilà, moi je suis responsable de ci, de ça, mais on n'a rien. Et c'est quoi l'après 2018 ouais. L'après 2018, pour moi, c'est un gros potentiel à Nouvelle-Calédonie. Donc, il pourrait y avoir toutes ces infrastructures qui vont permettre, par exemple, le tourisme. Pour moi, je compte énormément dessus. L'agriculture. Pour moi, c'est ça que je vois plus tard à la Calédonie. Ça va être un pôle de compétences, un pôle de développement énorme, parce qu'on a toutes les informations à disposition qui datent des histoires d'il y a très longtemps. Sur les nouveautés écologiques, c'est juste un terrain qui est déjà bien travaillé. Il y a juste à faire dessus, quoi. Lenka Galinier, en un mot, du coup, alors... Oui, j'ai cru que c'était moi, mais non, c'est... Oui, j'ai eu peur. Qu'est-ce que vous souhaitez là pour la Calédonie au lendemain de ce premier référendum, puisqu'il y en a deux de prévus dans l'accord de Nouméa ?
Que du bien. Que du bien. Et travailler dans ces secteurs à développer, comme disait par exemple. J'allais rebondir justement, ou même Internet. Je trouvais ça génial que ce soit un levier économique et qu'on puisse établir des ponts en encourageant par exemple les startups calédoniennes qui entreprennent dans le domaine de l'innovation, de la cartographie, ou même du e-commerce. Et de pouvoir faire des ponts entre Paris et Nouméa, ou même New York, ou je sais pas, San Francisco, pourquoi pas, un jour. Et Édouard Ouamigna, il faudrait aussi développer plus le théâtre d'improvisation et développer un peu plus le secteur artistique. La culture, ça va rester compliqué, je pense, en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a très peu de masse en fait pour avoir tout ça. Mais moi, je suis confiant dans le sens où tout à l'heure, Lenka parlait d'écrire des pages. Moi, je trouve que les Calédoniens ont cette compétence-là d'avoir écrit une histoire et d'être capable d'en réécrire une autre. S'il y a l'indépendance demain, je pense que ça posera pas de problème. Quand j'étais plus jeune, la grosse menace, c'était « Vous l'êtes indépendant ? Les Vanuatu !» Et du coup, et aujourd'hui, il n'y a plus ça, en fait. Il y a moins ça, on entend moins ça, parce que Vanuatu, aujourd'hui, s'en sort. Donc on se dit « Ah, faut qu'on trouve un autre argument. » Du coup, moi, c'est vrai que je suis perdu aussi là-dessus, mais je suis confiant sur le fait que les Calédoniens sont un peuple, et le jour où ils se retrouveront tout seuls, peut-être, ils se rediront en fait, on est Calédoniens, et ils auront peut-être ce même réflexe que quand ils se retrouvent tout seuls en France, ils se diront, en fait, on a une culture commune. On a la mayonnaise blanche que je citerai pas, voilà, on a les omailles, on a tout plein de choses qui sont vraiment dégoûtants en France, mais qui sont délicieux en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que tout ça, ça va créer des choses pour le futur. Donc, je suis hyper confiant. On est parti pour de belles choses. Merci Édouard Ouamigna, merci Lenka Galinier, merci Farid Zantofer pour ce moment de partage. Je vous propose à présent de rejoindre Dave et ses invités, des Calédoniens et Calédoniennes qui ont fait le choix de poursuivre leurs études en métropole. Effectivement, Nadine, nous sommes ici dans une des bibliothèques de la Cité internationale universitaire de Paris. Et avec nous, Mouneiko, Hassan et Léonore. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Dave, bonjour le pays. Mouneiko Aoukas, je suis originaire de Lifou et d'Ouvéa et je suis la présidente de l'association des étudiants et stagiaires Kanak de Paris, l'AESK, et j'interviens dans les écoles, lycées et collèges en région parisienne et région Est pour faire de la sensibilisation au développement durable et l'environnement. Hassan. Donc bonjour le pays. Donc moi je m'appelle Hassan Khouloué, je suis originaire de Lifou, je suis métis Papouasie-Nouvelle-Guinée et je suis actuellement à Cergy en master 2 en médiation culturelle en milieu scolaire et je suis aussi ici sur la France très actif dans le milieu culturel et artistique. Léonore. Bonjour, donc je m'appelle Léonore, je suis calédonienne, ça ne se voit pas mais je suis née à Lifou. J'ai 22 ans, je suis rentrée à Sciences Po Paris il y a 4 ans en passant le concours classique. L'année dernière, j'ai intégré le master finance et stratégie d'entreprise. Et là, j'entame une année de césure à l'Institut des missions d'outre-mer à Paris et ensuite à Bercy au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que vous envisagez, Léonore, un jour de revenir au pays ? Oui, j'aimerais revenir au pays vers l'âge de 30 ans pour contribuer au développement du pays. Mais avant, j'aimerais avoir une expérience internationale, pouvoir évoluer dans un cadre globalisé et polyglotte pour élargir en fait mes perspectives au-delà de notre barrière de corail. Apporter ses compétences à la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de primordial également pour vous, Hassan ? Je rejoins ce que ma collègue vient de le dire, oui. Après mes études, j'aimerais avoir aussi de l'expérience professionnelle ici un peu en France pour justement retourner en Nouvelle-Calédonie avec un poste, bien sûr, et je l'espère, avec un poste et contribuer justement à l'émancipation du pays au niveau, sur le plan culturel et artistique. Aucune crainte, Mouneiko, par rapport à cette élite-là, parce qu'on dit souvent que les étudiants qui viennent en métropole et qui repartent ensuite vers le Caillou, ne trouvent pas d'emploi. Tout à fait. Ils craignent quand même. Il faut faire le bilan actuellement. Il y a des étudiants qui rentrent au pays et qui n'ont pas de poste, tout simplement dû à nos politiques au niveau
du pays qui ne font pas ce travail d'information sur les besoins exacts du pays ou aussi qui ferment les postes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe concrètement. Le problème, faire finalement? il faut faire une campagne justement comme d'information. Voilà. Il faudrait que le territoire mette en place une campagne de communication pour présenter en fait tous les postes à pourvoir et les filières, notamment je pense à Sciences Po, hein, parce qu'on a beaucoup développé le programme Sciences Po, notamment ZEP, mais on ne nous précise pas quel master faudrait privilégier, l'affaire publique, relations internationales ou les filières économiques. Tout à fait. Il faut justement faire ce travail d'information auprès des étudiants pour qu'il n'y ait pas de gâchis au retour, pour pas que les étudiants retournent et sont déçus, qui retournent dans leur milieu où ils vont retourner en tribu ou autre, et ne pas exercer justement, faire valoir les diplômes qui sont venus. Et je rebondir aussi sur la plupart des personnes qui sont diplômées, quand ils retournent au pays et qui n'ont pas de boulot, comme j'ai des amis, des membres de la famille, et quand ils postulent avec leur diplôme, on n'a pas accès à leurs diplômes respectifs. Du coup, ils se orientent vers d'autres domaines socio-professionnels qui ne correspondent pas forcément à leur formation. Alors, Monaiko, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des stagiaires et étudiants kanak ici à Paris. Quels sont les retours au niveau des difficultés que rencontrent les étudiants calédoniens ? De manière générale, le problème il se situe plus sur la partie recherche de logement en elle-même, puisque tout ce qui concerne le côté garant, caution, nos garants se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Donc forcément un étudiant métropolitain ou autre d'ici, il va trouver plus facilement avec un garant qui a 200-300 km. Et nous à 22 000, c'est un peu compliqué. Donc on est exactement dans le sujet parce qu'il y a des arrivées qui se sont faites à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, ces étudiants-là sont orientés avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est un problème qu'il faut soulever, ce problème-là. Quelles leçons vous tirez de cette expérience-là à Paris, Léonore ? Au début, en fait, la première année, c'est une année difficile, c'est une année de transition, il y a le mal du pays, on est loin de nos proches. Mais finalement, en tant que jeune Calédonien, on devrait tirer profit de cette distance pour gagner en autonomie, en maturité et aussi prendre conscience de notre identité calédonienne. On passe... Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais bien rajouter quelque chose du fait que, comme disait Léonore, cette vision que nous donne ce fait de partir du pays, c'est une vision en hauteur. On n'est pas dedans, où on ne voit pas certaines choses qu'on voit une fois qu'on est ici, et qu'on étudie aussi avec les autres populations qu'il y a ici en métropole. C'est enrichissant pour le pays, parce que la Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, c'est le point de rencontre de tout le Pacifique. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est parce qu'on a toutes les ethnies du Pacifique francophone comme anglophone. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on construise demain, c'est sur cette force multi-ethnique qu'il y a au pays et qu'il y a aussi également ici en France métropolitaine. Il y a des politiques ici publiques, c'est difficile à gérer, on voit dans les banlieues parisiennes, etc. Mais il faut cet esprit d'ouverture qu'on vient chercher en venant ici pour pouvoir aussi nous développer, adapter plus à notre culture océanienne. Cette solidarité calédonienne est bien réelle ici en métropole, et puis on se rend compte que lorsque l'on revient en Nouvelle-Calédonie, c'est pas souvent le cas. Hassan, comment est-ce que vous l'expliquez ? Donc moi je vais partir plus sur de l'expérience, je vais expliquer pour répondre à la question. En 2012, j'ai fait les études ici, 2013, et je suis retourné en Nouvelle-Calédonie. Et on s'est rendu compte aussi en Nouvelle-Calédonie que tous les étudiants, quand on revenait, on repartait soit à Païta, parce que t'es de Païta, avec les Wallisiens, parce que t'es Wallisien, Tahitien, Kanak, avec Akwekara. Enfin, voilà, je fais un peu de... Mais ce qui a fait que nous, les étudiants, quand on est revenus, nous, notre vague en 2013, on a créé le collectif Maintenant c'est nous. C'est pour ça qu'on voulait créer un collectif, pas une association, parce que c'était un peu compliqué. On est déjà engagés dans nos associations respectives. Le fait de retourner au pays et puis de voir qu'on s'éloignait, alors qu'ici, en France, on vivait des moments forts. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un collectif. Et je pense que c'est ça aussi c'est aux Calédoniens même. Quand on retourne au pays, c'est à chacun, dans sa tête, dans sa manière de voir les choses, de garder le lien avec la personne. Parce qu'un jour ou l'autre, on va toujours se croiser à la place des cocotiers, etc., dans les foires ou dans les mariages.
Donc oui, il faut garder les liens quand on retourne en Nouvelle-Calédonie et créer justement une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça qu'on est venu ici en France, récupérer de l'énergie aussi et connaître des gens. Et quand on retournera au pays, continuer dans cette idée en fait. Léonore, cette identité calédonienne est plus forte avec la distance? Oui, elle est beaucoup plus forte avec la distance. Comme il l'a dit, on vit en fait des moments forts à Paris et on est tous rassemblés. En fait, l'ethnie, en fait, le clivage ethnique ne s'opère pas ici. On est tous calédoniens, alors que de retour au pays, il y a vraiment un clivage entre les différentes populations. Après, je voudrais rebondir dessus. Du fait est que la Nouvelle-Calédonie, comme je disais tout à l'heure, c'est un rencard de plein d'ethnies. Après, une population qui cohabite ensemble ne veut pas dire c'est une population qui se connaît, qui vit ensemble. Donc il y a un gros travail au niveau de la culture et c'est ce qu'on fait ici avec l'ensemble des associations du Pacifique, le réseau qu'on met en place ici, mais qui a déjà été mis en place en amont, bien sûr, avec le travail des anciens qu'on respecte. Mais voilà, ce qu'elle disait, ce retour au pays qui fait qu'on sent le clivage ethnique, c'est parce que dans une population qui cohabite, il faut se connaître déjà, il faut se regarder, il faut construire ensemble. Et c'est ça qu'au pays, c'est le challenge de demain. On passe au troisième thème de ce temps de parole et de partage, à savoir la politique et le référendum. Le 4 novembre prochain, vous allez tous voter. Vous avez fait vos démarches par rapport aux procurations. Quel bulletin vous glisserez le 4 novembre prochain, oui ou non à l'indépendance? Oui, tout à fait. Les démarches sont enclenchées pour les procurations, pour le vote au pays. Et moi, mon bulletin, ça va être un oui. Oui à l'indépendance. Oui à l'indépendance. Et pourquoi le oui? Tout simplement, on arrive à l'issue des échéances, d'un processus et le début d'une nouvelle histoire. Et aussi, c'est le oui c'est le rendez-vous qui est attendu depuis. Léonore, votre bulletin le 4 novembre? Sans tabou, je voterai non le 4 novembre, mais non à quoi? Non à l'indépendance politique, parce que je pense que c'est une utopie et que ce que certains appellent Kanaki, ce serait une régression politique et économique, et aussi peut-être une source une menace en fait pour la paix civile et sociale. Par contre, je voterai oui à l'indépendance énergétique, économique, mais aussi culturelle en fait, pour la création d'une société calédonienne dans laquelle finalement le destin commun c'est plus seulement un concept, mais c'est bien une réalité. Hassan, oui ou non à l'indépendance? Moi, je voterai oui, tout simplement parce que je suis issu des familles qui ont lutté qui ont fait que Kanaki soit debout. Donc oui, c'est tout à fait normal pour nous. D'où l'intérêt de venir ici en France, de chercher le diplôme et de retourner, comme je disais tout à l'heure, de retourner et construire. C'est tout simplement pour ça. Et je voudrais aussi rajouter aussi, tout à l'heure elle parlait de Kanaki qui est stigmatisé aussi. Mais non, je pense que si tu es né à Lifou, je viens de savoir que oui, c'est faisable de vivre ensemble. Et c'est ça que nous, la nouvelle génération, on se doit de enlever cette mauvaise image qu'il y a des événements qui sont procédés, qui ont eu lieu. Et dont nous, on respecte aussi. Et du coup, c'est à nous de rassurer. C'est pour ça que tout à l'heure, je parle justement par rapport aux autres communautés. En fait. Quel discours, quel message est-ce qu'il faudrait véhiculer pour peut-être dédiaboliser ce mot indépendance? Tout à fait. Je veux bien prendre le relais dessus cette partie-là. Il faut se le dire clairement. L'indépendance, il faut arrêter d'en faire un sujet tabou. La Nouvelle-Calédonie, elle s'est construite comme ça. Il y a eu l'histoire qui a été écrite comme ça. Elle est faite comme ça. On peut rien changer. Il y a eu la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française. C'est arrivé. Il y avait des gens qui étaient un peuple autochtone, des Kanaks. Et donc voilà, il y a eu un processus après qui s'est engagé. Dans les événements, les accords, les différents accords qui a été passés, les différents référendums, et on arrive à l'échéance. Il faut ouvrir le débat, il faut mettre des espaces de discussion. Éviter que cela soit tabou. Bien sûr, Léonore, à Sciences Politiques, j'imagine que vous organiserez des meetings, des réunions
par rapport au référendum? Oui, avec d'autres étudiants calédoniens à Sciences Po, on va organiser une conférence 2 semaines avant le 4 novembre pour préparer les esprits métropolitains à l'échéance et aux enjeux, et puis éventuellement évoquer l'avenir institutionnel le jour d'après. Alors Hassan, l'après-référendum, il y aura des gagnants et des perdants. Votre point de vue là-dessus? Je pense que le 5 novembre, que l'on gagne ou que l'on perd, ou qu'il y ait le oui ou qu'il y ait le non, je pense que la vie, elle va continuer. Tous ceux qui sont à la tribu, ils vont toujours continuer leur vie. Tous ceux qui sont en ville, ils vont continuer à payer des impôts ou autres. Mais je pense que la vie va toujours continuer. Faut pas... Mais d'un point de vue institutionnel et politique, oui, je pense qu'il y aura des débats, encore une fois, il y aura des conférences, je pense, qui vont se mettre en place. Et parce que les provinciales vont arriver aussi. Donc oui, je pense qu'il y ait des gagnants ou qu'il y ait des perdants, je pense que la vie va continuer. Elle va suivre son cours. Je rejoins ce que dit Hassan et aussi Léonore. La vie, elle va continuer et il faut pas en faire un truc. Voilà, encore une fois, tabou. L'indépendance, il faut pas avoir peur aussi. C'est pas non plus la guerre, etc. L'indépendance, ça fait partie des idéologies de grandes personnes dans le monde qui ont fait cette humanité. Mais alors justement, Monaïko, en tant qu'indépendantiste, quelle leçon tirer si le non l'emporte? Si le non l'emporte, par rapport aux indépendantistes. Bien sûr, si le non l'emporte, il y a un travail auprès de nos leaders indépendantistes à faire sur tout ce qui est stratégie politique, marketing, communication. Il faut aller vers les indécis. Il faut aller, comme le travail que font le côté loyaliste, il faut aller vers les gens dans les tribus, pas que dans les tribus, dans les quartiers. Il faut aller voir ceux qui ont peur. Il faut les rassurer. Il faut parler du projet de société. Il faut, voilà. Mais il faut rassurer tout le monde parce que si nous, on est tous là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette histoire, il y a eu cette lutte kanak, indépendantiste, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Et ça, il y a du... Merci Monaïko, merci Hassan et merci Léonore d'avoir accepté notre invitation. On rejoint à présent Nadine Guapana et ses invités au Quai Branly. Nous sommes à présent au musée du Quai Branly qui a abrité fin 2013 l'exposition Kanak « L'art est une parole ». Avec moi, au milieu de cet espace dédié aux objets d'art kanak, Didier Guénon-Janson, membre du Conseil économique, social et environnemental national. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Sébastien Lepers, conseiller référendaire auprès de la Cour des comptes, et Luther Voudjo, cadre administratif de l'éducation nationale. Merci de vous être rendu disponible aujourd'hui dans cet espace où ces objets d'art kanak qui nous entourent font donc partie de l'exposition Kanak, l'art est une parole. Ils sont les témoins aujourd'hui d'une Nouvelle-Calédonie d'hier. En quoi sont-ils une passerelle entre les générations? Luther Voudjo. Bonsoir. Alors, c'est une passerelle parce que le discours que l'on fait autour de ces objets, c'est un discours donc sur une identité. C'est une culture qui aujourd'hui est prégnante. Certains de ces objets sont encore utilisés dans la vie quotidienne. Je vois la monnaie kanak, les flèches fêtières qui sont derrière nous. Ils ont une signification et la culture kanak, par le système éducatif, puis le nouveau projet éducatif actuellement mis en place par le gouvernement, est en train d'imprégner finalement aussi les Calédoniens. Et c'est par ces valeurs de partage aussi, avec les grandes chartes sur des valeurs, la charte des valeurs calédoniennes, qu'on a finalement une forme de communautarisation, de bien commun, qui va ensuite parler à l'ensemble des communautés de la Nouvelle-Calédonie. De bien commun, qui parle à toutes les communautés. Sébastien Lepers, vous êtes métis, indonésien. Vous avez vécu votre enfance, notamment à l'île des Pins. En quoi ces objets font-ils écho quelque part chez vous? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation à mon égard et je suis vraiment honoré d'être ici avec vous. Et alors, ces objets, pour moi, elles ont vraiment un symbole très fort parce que j'ai passé mon enfance à l'île des Pins avec les Cougniers et j'ai vécu complètement dans cette culture-là, cette culture mélanésienne, et j'ai été
complètement transformé. Et ces objets, pour moi, c'est le symbole de l'ouverture, c'est le symbole du partage, c'est le symbole de la vie en communauté, de beaucoup de valeurs que j'ai apprises à l'île des Pins et que j'apprends encore au contact de mes amis cougniers. Et c'est vraiment pour moi un honneur, encore une fois, hein, et un privilège de pouvoir vous parler à côté de ces objets. Des biens communs, des valeurs communes. Didier Guénon-Janson, en quoi ce patrimoine, cette histoire commune que les Calédoniens partagent est-il important là, à cette heure décisive, le 4 novembre, où ce peuple-là est appelé à répondre à cette fameuse question, oui ou non, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Ces objets nous parlent à tous, quelle que soit notre communauté. Parce que quand on est calédonien, caldoche comme moi, je suis européen, mais j'ai vécu dans mon environnement avec des jeunes Kanaks. J'ai été en tribu, donc on connaît ces objets. Comme disait monsieur, un certain nombre sont toujours utilisés aujourd'hui. Donc, et c'est important dans le cadre de ce que notre pays doit décider. Pour qu'on aille dans le bon sens, il faut effectivement que ce passé soit connu de tout le monde pour nous permettre justement de voir le chemin que les uns et les autres ont parcouru. Savoir où on en est aujourd'hui pour savoir où on veut aller demain ensemble. Donc c'est la base, ces objets, c'est la base de notre destin commun. Ce destin commun qui rappelle, du coup, vous avez évoqué, Sébastien Lepers, ces valeurs communes qui peut rassembler le pays. Mais il ne faut pas craindre non plus de parler des différences, Luther Vudjo. Tout à fait, la diversité. Le multiculturalisme, c'est ce qui est donc une donnée non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais de tous les Outre-mer. Donc c'est la France de la diversité. Et puis donc, sous la Nouvelle-Calédonie particulièrement, nos différences, c'est ce qui fait nos richesses. Et donc, dans un monde où on a beaucoup de conformisme, dans le cadre de la mondialisation, donc, avoir aussi des particularismes, avoir aussi une identité, ça fait partie justement des échanges et puis de l'enrichissement finalement culturel que chacun a apporté. Et lorsqu'on parle de destin commun, c'est ça aussi. Chacun apporte sa différence, avec parmi les fondamentaux, donc, le peuple premier et sa culture, et ce cadre-là le spécifie. Donc, voilà. Et pour asseoir la paix au lendemain de ce 4 novembre, il faudrait des projets de société qui n'hésitent pas à proposer des politiques sociales qui permettent une sorte d'égalité pour tous. Je vois Didier Guénon-Janson qui réagit, vous qui avez ancien secrétaire général de l'USWINC, milité pour la vie chère. De nombreuses marches ont été organisées sous l'impulsion d'une intersyndicale. Cette inégalité sociale, cette politique sociale est-elle présente dans les projets de société des diverses tendances politiques au pays? Est-ce qu'elle est possible? Aujourd'hui, elle est difficilement possible. Je crois qu'il faut mesurer le temps qui est passé. 30 ans d'accord, Matignon, Dino, Nouméa. Nos élus, il ne faut pas que les critiquer. Ils sont occupés de la partie institutionnelle. Et ils ont fait un boulot extraordinaire pour commencer à donner un destin commun à notre population. Mais s'il y a un parent pauvre, si quelque chose n'a pas été décolonisé en Nouvelle-Calédonie, c'est le système économique. Là, on a un retard important. On a une économie qui n'est plus viable aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'une indépendance ou dans le cadre de rester français. On a trop d'inégalités dans ce pays et les prochaines explosions, parce que la vie d'un pays, c'est fait de consensus, c'est fait de périodes qui profitent à tout le monde, c'est aussi fait d'explosions. Pour moi, les prochaines explosions en Nouvelle-Calédonie, elles ne seront pas sur le problème de l'indépendance, elles seront sur le problème social. Trop de jeunes aujourd'hui, trop grande partie de notre population est sur le bord de la route et on ne sait plus y répondre. Donc oui, on trouve dans les programmes aujourd'hui, indépendantistes ou non indépendantistes, mais c'est pas, je pense, pas du tout à la hauteur, donc ça doit être fait. Il nous faut réellement décoloniser le système économique calédonien. Faire en sorte qu'il y ait un peu plus de partage, un peu plus d'égalité, un peu plus de redistribution.
Ça, c'est peut-être l'échec des accords. Mais je veux préciser, souvenons-nous d'où on vient. Il y a 30 ans, on se tirait dessus en Nouvelle-Calédonie. 30 ans, c'est hier. Hein? Donc aujourd'hui, je crois que l'avenir possible, le destin commun, c'est s'attaquer maintenant au problème de la vie de tous les jours des Calédoniens. Sébastien Lepers, je vous vois hocher la tête. Vous partagez ce discours. Le référendum, là, c'est une question qui est trop clivante et on ne s'attaque pas aux vrais problèmes comme les inégalités sociales. Alors, ce que je vais dire, bien sûr, ça n'engage que moi et pas la Cour des comptes et ni encore moins la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Puis mon statut de fonctionnaire m'empêche peut-être de explicitement exprimer mon choix. Mais ce que je peux dire, c'est un ressenti, c'est peut-être un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu. J'étais en Nouvelle-Calédonie durant les événements des années 80. Beaucoup de sang a coulé, beaucoup trop de sang a coulé en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'il ne faut pas refaire une réécriture du passé, repartir sur ces bases-là. Au contraire, on doit avoir du respect pour ce qui a été fait. Je pense qu'il y a eu du travail de fait par les uns et les autres, des chemins de parcourus. On est arrivé, le construire ensemble, le vivre ensemble, il est réel. C'est la réalité d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On vit tous ensemble. On a des origines diverses et variées, mais quel plaisir d'être ensemble, quel plaisir. Moi, j'ai plaisir à découvrir les communautés, les différentes cultures. Je pense que c'est une chance, une richesse pour la Nouvelle-Calédonie maintenant. Il faut mettre à profit du pays. Et je pense qu'il y a effectivement des défis qui nous attendent. Il faut maintenant, une fois qu'on a stabilisé nos accords de vivre ensemble, il faut, quel que soit, et je pense que les Calédoniens sont intelligents de pouvoir choisir la meilleure des voies, et quel que soit le résultat du scrutin, il faudra aller jusqu'au bout et se concentrer sur les défis qui nous attendent, lutter contre les inégalités, la précarité, la pauvreté, essayer d'avoir une meilleure redistribution des richesses et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse tous vivre ensemble sur ce caillou. On est quand même très peu de personnes sur une aussi grande île. Je suis allé, si vous voulez, dans le cadre de mes missions à Malte. Malte, ils sont 400 000 personnes, je crois, et ils ont une petite île, une toute petite île. Donc là, on a la chance d'avoir beaucoup d'espace et on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble, on est tous sur le même bateau. Et alors 2018, est-ce que c'est, pour vous, Luther Vudjo, c'est la fin d'un processus de décolonisation ou c'est le début de quelque chose qu'il faut construire, innover, mais pour aller vers où ? Alors, la fin d'un processus de décolonisation, je ne pense pas que ce soit institutionnel, la fin du processus de décolonisation. Il y a des facteurs finalement d'égalité socio-économique. Et tant qu'il y aura ces pesanteurs finalement des inégalités socio-économiques, on ne pourra pas sereinement construire un destin commun. Aller vers où ? Aujourd'hui, actuellement, on a des projets de société qui devraient s'affronter. Ce n'est pas le cas. Je pense que la campagne actuellement politique n'a pas encore révélé la substance scientifique moelle finalement de ce qu'on attend d'un débat. Celui de deux projets de société. L'un peut être libéral, l'autre peut être un peu plus socialiste, mais néanmoins la question sociale est toujours présente. La délinquance, l'insécurité, ce sont des questions qui reviennent souvent dans le quotidien. Le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, et donc ce sont des questions importantes pour les Calédoniens. Ce sont des questions aussi qui vont peser sur le débat, et c'est des questions qui ne sont pas encore pour l'instant pleinement à laquelle on n'a pas suffisamment répondu, à mon sens. Et donc, pour aller vers où ? Il faut bien comprendre que le 4 novembre, on sera toujours là. Et c'est au lendemain du 4 novembre, le soleil se lèvera quand même. Et donc, il ne faut pas non plus penser à un référendum couperet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes ici dans une construction, finalement, d'avenir. Et chacun est dans le débat. Et donc, il est totalement sain d'avoir un débat, à la fois sur l'indépendance ou le fait de rester dans un statu quo. Mais quoi qu'il en soit, le mécanisme sera transformé. Et se transformer comment ? À mon sens, ce sont les politiques qui doivent répondre. Ils doivent nous proposer aux électeurs. Et pour l'instant, à mon sens, les propositions, elles commencent à être présentes. On voit, par exemple, le projet de Calédonie Ensemble, on voit le projet du FENECAS, le projet du PALICA. Et donc, ce sont des projets qui viennent juste d'émerger. Le débat, la campagne a commencé très tardivement, pour les uns comme pour les autres. Et donc, du coup, à mon sens, sur le référendum du 4 novembre, on n'aura pas grand-chose, on n'aura pas beaucoup de réponses. Il faudrait peut-être attendre le second référendum pour avoir un vrai débat de société. Donc voilà ma position par rapport à ça. Donc il y a 3 référendums qui sont prévus, 3 consultations qui sont prévues dans l'accord de Nouméa et une arithmétique qu'on connaît
depuis longtemps, qui expose ce rapport de force. On donne 60% pour rester dans la France, pour un non à l'indépendance, et 30% pour le oui à l'indépendance, et 10% d'abstention. Pas de surprise, mais plutôt alors des stratégies qui sont mises en place pour calculer cette consultation, la deuxième consultation qui est prévue, la troisième consultation. On se donne une marge. C'est la stratégie des indépendantistes, selon vous ? Alors, je sais qu'ils ont une stratégie pour en avoir discuté avec des élus qui sont arrivés sur Paris. Ça a été notre chance, finalement, de pouvoir les interroger sur cette question-là. Et donc, il n'y a pas véritablement, à mon sens, de stratégie, quelque part, pensée globale pour l'ensemble des indépendantistes. Il y en a une de Calédonie Ensemble. Par parti, on peut vraiment le cibler. Cependant, on voit que d'un côté, il y a beaucoup plus d'avance, mais on voit toujours les mêmes questionnements sur le financement de l'indépendance, le financement finalement des pouvoirs régaliens, et comment les assumer, et puis ensuite le problème de la délinquance. Donc ces questions-là reviennent, et fondamentalement, on n'a pas de réponse particulière. Didier Guénan-Janson, vous qui travaillez entre la Nouvelle-Calédonie et Paris, là, depuis 2015, vous avez une mandature au sein du Conseil économique et social environnemental national. Quel regard vous avez, vous, sur cette stratégie peut-être politique Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est le respect des accords. C'est primordial, le respect de la parole. À partir de là, l'accord de Nouméa dit que nous avons un premier référendum le 4 novembre. Il est possible d'en avoir 2 autres. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour le pays d'être tout le temps sous pression. Je pense que le résultat qui est de cette élection, une élection n'est jamais gagnée, ni pour les uns ni pour les autres. Soyons toujours prudents. Ce sont des sondages, oui, c'est vrai. Mais voilà, soyons prudents. Mais l'analyse de ce référendum, du résultat de ce référendum, c'est très intéressant. C'est l'analyse qu'il va falloir. Et j'espère que les groupes politiques, quels qu'ils soient, indépendantistes ou non indépendantistes, vont s'appuyer sur cette analyse-là pour ouvrir une perspective au peuple calédonien, quel qu'il soit, indépendantiste ou non indépendantiste. J'espère qu'un consensus large pourra émerger sur comment on continue à construire ce destin commun, qui n'est pas vieux. Il n'a que 30 ans. Donc, je dirais, c'est un jeune adulte, ce destin commun. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, moi, parce que mon travail, il a été dans la partie économique et sociale, c'est la priorité des priorités. Arrêter les faux débats sur l'insécurité et la délinquance, elle est réelle. Mais ce n'est pas en mettant un agent de police ou un gendarme derrière chaque personne qu'on va régler ces problèmes-là. On va régler ces problèmes-là en donnant des perspectives, en donnant un avenir à notre jeunesse, en faisant en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens au bord de la route, leur montrer les chemins qui peuvent amener à étendre ce destin commun, à faire que tout le monde se sente concerné par l'avenir de son pays. Donc, le débat, l'accord, le référendum doit nous permettre ça. Et surtout pas l'inverse, de se recroqueviller derrière une victoire ou derrière une défaite. Et c'est cela, Sébastien Lepers, comment on fait pour rassurer les déçus au lendemain du 4 novembre et l'exaltation de ceux qui sont victorieux, entre guillemets, et ceux qui ont eu gain de cause à ce premier référendum du 4 novembre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'écouter toutes les voix en Nouvelle-Calédonie. Les voix, et qu'il n'y ait personne à l'issue de ce scrutin qui soit laissé pour compte. Il n'y a pas les vainqueurs d'un côté et les vaincus de l'autre. Si vous voulez, si je prends mon expérience de commissaire des armées, mon expérience militaire, j'ai fait 17 ans au sein du ministère de la Défense, j'ai eu pour occasion d'aller en Afghanistan, je suis aussi allé au Liban, après la guerre et pendant la guerre en Afghanistan. C'est pas de ça je veux pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est important, ça c'est quelque chose qui est dans ma chair, parce que lorsque vous vivez ces périodes de guerre ou d'après-guerre, vous voyez les stigmates des sociétés, elles sont profondes. Tout est détruit et il faut tout reconstruire. On a la chance d'avoir une Nouvelle-Calédonie en cours de construction. Le processus n'est pas fini.
On a des choses encore perfectibles, il faut le dire. Je pense que en matière de lutte contre l'exclusion, en matière de défense, de sécurité intérieure, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'offres scolaires, enfin, etc. Il y a encore beaucoup de défis, mais il faut avoir ça non pas comme des difficultés ou des limites à l'exercice, mais plutôt comme des défis qui nous attendent. Il y a une opportunité là d'innover, et est-ce que les politiques savent la saisir ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire. Et encore une fois, je suis très respectueux pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans tous les partis. Et le maître mot, lorsque j'ai dû être projeté pendant 6 mois en Afghanistan ou au Liban, l'idée c'était de peut-être faire la guerre, mais pour gagner la paix. L'idée, c'est gagner la paix. Et si on peut gagner la paix sans passer par la case guerre, c'est encore mieux. Et quoi de mieux que d'ouvrir le dialogue entre les communautés. Il ne faut pas être sur la défensive, il faut toujours tendre la main, toujours aller vers l'autre, même si on a des différences. Et ça a été toute ma vie. Si vous voulez, quand vous êtes d'origine européenne ou indonésienne, que vous avez habité l'île des Pins, je suis reconnaissant à vie au Cougnier de m'avoir intégré, je parle le Cougnier, je crois, je dois être l'un des seuls Parisiens à parler le Cougnier ici. Bon, je l'entretiens, et si je vais dans une tribu à l'île des Pins, je le comprends. J'aurais du mal à le reparler. Bon, c'est comme le vélo, vous savez, ça se réapprend. Mais ça s'oublie pour pas. Moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Merci Sébastien Lepers, merci Luther Voudjo, merci Didier Guénon-Janson pour ce partage. Merci de votre attention, merci à Nathalie Nouzière et à Gaël Champ-Martin d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe Outre-mer Première pour la réalisation de ce numéro. Jeudi prochain, vous avez rendez-vous avec votre émission Politique Questions à venir. Je vous dis à très bientôt sur La Première.